Florent Coury, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC pour tous engager. C'est un rendez-vous qui était quand même fait pour vous parce que vous publiez Engagé volontaire aux éditions Flammarion, le récit des 2 mois que vous avez passés en Ukraine auprès des forces combattantes. Avant de démarrer, je vais commencer par 2 questions que j'ai pas l'habitude de poser, en tout cas pas sous ce format-là, parce que je veux des réponses très courtes. Oui ou non, Florent Coury. C'est des questions qu'on m'a posées quand j'ai dit autour de moi que j'allais vous recevoir ici. Avant de partir en Ukraine, est-ce que vous pensiez vous retrouver un jour ici, sur RMC ou dans d'autres médias, pour raconter votre histoire? Est-ce que c'est ce qui vous a motivé, oui ou non? Non. Avant de partir en Ukraine, est-ce que vous aviez l'idée d'écrire ce livre, oui ou non? Non. Donc, vous n'êtes pas parti ni pour la gloire, ni pour l'argent. Pourquoi êtes-vous parti en Ukraine, Florent Coury? Alors, si vendre des livres me rapportait de l'argent, j'aimerais bien que ce soit le cas aujourd'hui. Ça peut en Malheureusement, tout cas devenir des best-sellers, ce Alors, genre de récit. bon, malheureusement, j'ai peur que le mien ne le fasse pas, mais en tout cas, plus sérieusement, je me suis rendu compte de l'intérêt potentiel des médias dans le bus qui nous faisait franchir la frontière. Parce que mon ami, enfin qui est devenu mon ami sur le champ, lituanien avec lequel j'ai fait le voyage pour l'Ukraine, qui a été du coup mon ami les premières semaines en Ukraine, lui m'a dit: «Écoute, je connais un ami journaliste, il aimerait bien avoir ton histoire». Donc c'est là que ça a commencé, c'est là que j'ai compris. Très vite, il y a eu un intérêt pour votre parcours. Voilà, et en fait, parce qu'on était dans les tout premiers, on est parti dans la semaine qui a suivi l'annonce, le début de la guerre. Le dimanche, il y a l'appel aux volontaires étrangers. Le lendemain matin, on est au consulat. Je rencontre Tom, donc mon ami lituanien. Et le mardi, c'est lui qui insiste pour partir immédiatement. Et peut-être que je ne serais pas parti si je n'étais pas parti tout de suite, parce que peut-être que ma famille m'aurait rattrapé. On prend l'avion pour Cracovie et ensuite le bus pour la frontière. Alors, remontons un peu le fil, puis on va du coup essayer de savoir pourquoi vous êtes parti, qu'est-ce qui vous a motivé. Alors, le commencement, c'est celui que nous avons tous connu, 24 février, il y a 7 mois tout pile. Il est 6 h du matin ici à Paris. Jeudi 24 février, l'info sur RMC. Il est 6 h, le premier journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'Ukraine se réveille au bruit des explosions ce matin après le lancement d'une opération militaire par Vladimir Poutine. Des déflagrations ont été entendues à différents endroits du pays. La capitale Kiev n'est pas épargnée. Nous serons sur place dans un instant. 24 février, le lendemain 25, il y a cet appel lancé par Volodymyr Zelensky. Et le 1er mars, vous décidez donc de partir, Florent Coury, parmi ces hommes, ces Européens aguerris que Volodymyr Zelensky a appelés. En quoi vous vous êtes reconnu? Parce que vous entendez cet appel depuis votre canapé, c'est ça, à Bruxelles? En fait, je le cherche sur le téléphone parce que ma décision d'essayer de contribuer était prise. Et là, je tombe sur le communiqué qui dit de se présenter à l'ambassade du pays de résidence pour rejoindre une sorte de force de volontaires étrangers. Alors, je n'ai pas d'expérience militaire, aucune, j'ai pas fait mon service, j'en parle d'ailleurs longuement dans le livre, je milite pour le rétablir, pour prendre conscience de ces enjeux. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais, dans le bus, on me dit qu'un journaliste s'est intéressé, du coup j'ai écrit un texte pour expliquer pourquoi je pars. Et je dis qu'en fait, je m'imagine que je vais pas me battre. Je le fais en me disant que s'il le faut, on ira à Kiev pour se battre. S'il faut empêcher Kiev de tomber, parce qu'à l'époque, on pense que la guerre va être courte. Et on y va, et mon ami Tom prend 15 jours de congé pour partir. Donc on pense que si Kiev tient 15 jours, déjà la guerre est gagnée. En tout cas, on n'a pas perdu. Et donc je me dis, s'il faut que je porte des sacs de sable ou faire la tambouille pour ceux qui savent se battre, je le ferai. Et donc voilà, je pars dans une optique où je sais que je ne suis pas Rambo. Je vais pas gagner la guerre tout seul. Par contre, je ne supporte pas de rester chez moi, à ne rien faire. Et je me dis qu'après tout, c'est comme les brigades internationales en 1936 de la guerre d'Espagne. Il y a dans une guerre la possibilité d'être à l'arrière, sur une base arrière. Mais vous auriez pu vous engager dans une ONG, je ne sais pas, aide humanitaire plutôt. Si vous n'avez jamais manipulé une arme, pourquoi vous voulez rejoindre ces bastions de combat, ces engagés volontaires? Parce qu'on n'arrête pas les chars avec des ONG. Enfin, aujourd'hui, j'entends bien que c'est mal vu d'aller se battre, c'est mal vu la violence, on a une certaine tendance dans nos sociétés qui, heureusement, sont pacifiées, à mépriser la violence. Mais il faut bien comprendre que lorsque vous avez une dictature qui envoie ses chars sur Kiev, si vous n'êtes pas prêt à prendre les armes, vous pouvez avoir tous les bons sentiments et des gens extraordinaires qui travaillent dans des ONG, c'est pas ça qui va empêcher la dictature de l'emporter. Mais pourtant, quand on vous voit déjà,
Vous avez des yeux bleus perçants, vous avez l'air d'être quelqu'un de plutôt doux, vous étiez DRH à l'usine Renault de Flins, vous êtes issu d'une bourgeoisie parisienne, vous avez pratiqué le violon, vous avez étudié à Sciences Po, Hippocagne, vous avez une femme, 3 enfants. Rien ne vous prédestine à avoir ça en vous, Florent Coury? Tout me prédestine, parce que c'est une question intellectuelle et politique, d'engagement. Lorsqu'on est élevé dans le culte, voilà, moi, du général de Gaulle, mon grand-père était dans le cabinet du général, c'est l'esprit de résistance, c'est l'esprit aussi parfois de faire des choses qui, aux yeux de certains, peuvent paraître folles, mais correspondent complètement à des choix mûris et réfléchis. C'est le retour de la guerre en Europe, l'Ukraine, et c'est une trajectoire personnelle intime. Moi, c'est le traumatisme de la guerre en ex-Yougoslavie qui s'est produite avec des camps de concentration, avec des massacres de civils, les fameux bus de Srebrenica avec les hommes qui sont emmenés pour être exécutés. Bon, moi, j'étais Vous aviez ce adolescent. besoin intérieur. On a à la fois la conviction politique qui nous donne le cadre et vous avez la prédisposition intime qui vous en donne le courage. Et quand on vous lit, on sent que finalement vous vous êtes accompli en partant. Accompli en tant qu'homme. En tout cas, j'aurais renoncé en ne partant pas. Et c'est précisément en étant moi-même que je suis parti. Et le fait d'arriver là-bas, en fait, le parcours, la première partie du livre, j'explique l'arrachement, parce que c'est un acte violent de partir et de laisser derrière la famille. Sans d'ailleurs trop demander l'avis à vos proches, à Non. votre femme en particulier. Vous Exactement. allez dîner dans un restaurant où vous n'étiez jamais allé, terrain neutre, vous lui dites je pars dans quelques heures. Et même si elle vous avait dit non, ne le fais pas, vous partiez quand même. Oui, c'était un arrachement, parce que en fait, vous devez vous libérer des contraintes qui vous permettent d'être vous-même. Et donc, c'était un acte à la fois égoïste de partir, et mes proches l'ont vécu beaucoup comme cela, faut bien le dire. Et en même temps, un acte, donc vous faites ce qu'il faut pour être vous-même. Et donc, lorsque vous arrivez sur place, moi, je me suis senti bien, en fait, en Ukraine. C'est ça qui est paradoxal, même s'il y a eu la peur, il y a eu tout ce que vous voulez. Alors, certains diront, évidemment, j'étais pas dans une tranchée au front, donc ça aide à se sentir bien. Mais en tout cas, sur place, j'ai eu l'impression de contribuer à ma manière, et j'y ai trouvé ma place. Quel était votre rôle là-bas sur place? Parce qu'on entend aussi cette nécessité absolue pour vous de montrer que à la fois les engagés volontaires, mais aussi les Ukrainiens qui se battent pour leur pays, sont tout sauf ce que la Russie a voulu dire, c'est-à-dire des nazis Alors, j'ai eu et trois... des fanas militaires. Bien sûr, j'ai eu 3 périodes qui m'ont permis justement de côtoyer des gens qui partaient au front. La première, c'est je suis arrivé sur une base de la réserve territoriale et donc avec des Ukrainiens sous commandement militaire ukrainien, mais au sein d'une légion étrangère qui était constituée avant même l'appel du président Zelensky, La légion géorgienne. Voilà, ce qui explique pourquoi je n'étais pas dans la légion internationale. Donc j'arrive sur cette base avec des réservistes, des grands-parents, des jeunes étudiants qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie et qui vont se former. Au bout d'une semaine, mon lieutenant américain me dit « Écoute, le commandant a décidé que tu étais bon pour faire des entretiens avec les journalistes, tu vas te consacrer à ça », ce qui, moi, me déchire le cœur. La guerre de la communication. De la communication, en disant « Tu peux parler plusieurs langues, les copains, eux, ils savent pas faire, c'est donc toi qui vas te charger de les préparer et de les coacher ». Et donc ça, déjà, c'est un premier déchirement, parce que ça veut dire que je vais plus avec les copains à Kiev. Mais c'est raisonnable, évidemment, puisque comme vous l'avez dit, j'ai pas d'expérience, j'ai 40 ans, ainsi de suite. Et puis mon vrai rôle par la suite, ça a été de recruter les volontaires qui arrivaient, avec l'aide des services de renseignement ukrainiens, enfin plutôt en collaboration avec eux, Et notamment de savoir s'ils venaient pour les bonnes raisons. pour les bonnes raisons, c'est-à-dire on écartait, les consignes étaient très strictes, d'écarter les militants d'extrême droite, pour éviter de répondre à la propagande russe. Et puis dans un dernier temps, en fait, on a surtout utilisé nos volontaires pour faire de l'instruction militaire auprès des Ukrainiens qui le demandaient. On vous donne quand même des règles de base, même si vous ne combattez pas, même si vous n'avez pas d'armes à la main. On vous dit ne sors jamais sans ton scotch, sinon tu vas te faire abattre, c'est-à-dire? Alors en fait, au début, on ne sait pas qui vous êtes, vous arrivez de l'étranger, personne ne sait si on peut vous faire confiance, donc on vous donne pas d'armes, si tant est qu'on en ait, et on vous met du scotch au bras, parce qu'il n'y a pas d'uniforme non plus à vous donner. Scotch de couleur. Alors scotch de couleur, donc on a eu différentes couleurs, on a eu du jaune, du bleu, du vert, et au fil des semaines ça changeait. Les Russes avaient du rouge, nous on avait une autre couleur, donc c'était du jaune, et si vous sortiez sans le jaune, on vous disait si tu sors, tu vas te faire abattre parce qu'il y a des saboteurs la nuit. Et il y avait aussi une autre consigne en cas de blessure grave. Ça, c'est plutôt une consigne intime entre copains de Légion. Si jamais vous aviez été gravement blessé, vous leur avez dit « achevez-moi ». Ça, oui, je ne veux pas faire du sensationnalisme, mais je pense que c'est quelque chose qui était commun à la plupart des volontaires, de dire on a plus peur en fait d'être gravement blessé que d'être tué. C'est-à-dire que la mort propre, c'est quelque chose, si vous lisez la littérature sur la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose de très commun. Vous n'y avez pas pensé, vous? Si, moi j'ai donné La mort l'instruction que je voulais pas revenir gravement blessé. Voilà.
C'est-à-dire que je préférais qu'on n'insiste pas si c'était possible. Et la mort, vous y avez pensé? Bien sûr, puisque à partir du moment alors déjà moi, depuis tout petit, je pense tout le temps à la mort, donc ça me changeait pas beaucoup. Mais pour autant, vous faites un calcul. C'est-à-dire que vous estimez, est-ce que ce que je fais est une prise de risque, irraisonnée ou pas? Et en l'occurrence, j'ai estimé que, vu les choix que j'ai faits sur place, j'ai pas pris des risques fous, vis-à-vis de ce risque mortel. Beaucoup de gens parmi votre entourage, des amis notamment, n'ont jamais vraiment compris pourquoi vous étiez parti là-bas. Je sais que vous en avez perdu depuis. Vous avez aussi gardé des contacts. Vous écrivez d'ailleurs, hein, Franck, Doug, Marc, Oliver, Georges, Arthur sont encore là-bas au front. Je pense à eux. Vous avez une certaine culpabilité d'être rentré. Pourquoi êtes-vous rentré d'ailleurs au bout de 2 mois? Alors, il y a une raison très simple, c'est que j'avais pris des engagements. Je pensais à me présenter aux élections législatives, j'avais prévu d'entrer entre les 2 tours de la présidentielle. Donc on avait insisté vraiment pour que je sois là, finalement ça n'a rien donné et donc le choix pour moi, c'était de retourner en Ukraine ou d'écrire ce livre. Sachant que, on m'a bien fait comprendre et je pense que les gens ont eu raison, que c'était bien plus utile pour la cause ukrainienne de pouvoir écrire un livre pour parler des volontaires étrangers, parler de cette cause et c'est ce que je suis en train de faire avec vous et je vous en remercie pour votre invitation. C'est aussi un acte de guerre. C'est un acte de communication fort puisqu'en démocratie, si le peuple n'est pas capable de comprendre certains enjeux, il va envoyer pour les représenter au Parlement des gens qui vont voter contre la cause que je défends. Et donc aujourd'hui, je Marine suis Le avec Pen, vous. Jean-Luc Mélenchon, les Bien partis sûr. extrêmes. Monsieur Zemmour, qui était un des grands. C'est ce que vous écrivez, en Voilà, tout ce cas. que j'écris. À partir du moment où vous ne votez pas le soutien au Parlement européen pour les armes à l'Ukraine ou les aides financières à l'Ukraine, dans les faits, vous faites ce que Poutine souhaite. Et donc, je considère que, en tant que citoyen, nous avons une responsabilité. Donc, il faut comprendre nos choix. Les débats politiques en ce moment, hein, alors que l'hiver approche, qu'on va vouloir se chauffer, que ça va nous coûter plus cher à cause de la guerre en Ukraine si on réduit et si on va très vite. Vous les regardez comment aujourd'hui, sur l'utilité des sanctions ou pas? Mais je trouve que c'est excellent. En démocratie, il faut pouvoir débattre de ça. Et si collectivement les citoyens français estiment qu'ils préfèrent abandonner un peuple qui cherche à défendre sa liberté plutôt que d'avoir des problèmes de chauffage, je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit une vraie alternative. Je pense qu'en définitive, on aura les deux problèmes. Ça en dit plus sur les Français et sur l'état de notre démocratie que sur les Ukrainiens. Je pense pour ma part que toute crise, le Covid, le Brexit, la guerre en Ukraine, est un outil d'éducation civique. Et ici, il faut savoir si nous, Français, nous sommes prêts à sacrifier quelque chose pour la liberté. Aujourd'hui, on ne nous demande pas de sacrifier notre sang. Est-ce qu'on est capable de sacrifier autre chose? Chacun doit se poser la question. Juste, je finis comme on a commencé. 24 février, 24 septembre, ça fait donc 7 mois. Est-ce que, à vos yeux, depuis quelques jours, à vos yeux, Florent Coury, on assiste à un tournant de la guerre? Parce qu'on nous a promis beaucoup de tournants depuis le début. Mais là, depuis quelques jours, il y a cette mobilisation partielle de Vladimir Poutine. Les hommes russes entre 18 et 63 ans sont interdits de quitter le territoire, ils ne peuvent plus prendre l'avion. Et on voit ces manifestations. On voit ces recherches sur Google, comment se casser le bras, comment quitter la Russie. L'opinion russe pourrait se retourner contre cette guerre folle de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est là le moyen, peut-être le seul moyen, de faire tourner cette guerre, de faire arrêter cette guerre? Il y avait deux grands facteurs stratégiques qui pouvaient immédiatement retourner, en tout cas immédiatement à court terme, retourner l'équilibre. C'était l'intervention de la Biélorussie au nord, qui n'est pas intervenue, et puis il y a la mobilisation partielle ou complète. Il est bien évident que ça aura un impact énorme stratégique, puisque si vous mettez 2 millions ou 1 million de soldats, il semblerait que ce soit pas 300 000 mais 1 million de gens qui vont être mobilisés, vous avez forcément un momentum de votre côté. Je pense que cette guerre va durer longtemps. Tout d'abord parce que les Ukrainiens, et c'est comme la France en 1914, de 14 à 18, les Ukrainiens ont perdu beaucoup. Et lorsque vous avez perdu, vous êtes moins disposé à faire la paix. Et il ne faut jamais oublier, il ne faut pas traiter les Ukrainiens comme une espèce de colonie. On a tendance à la représenter comme une espèce de faux pays, colonie américaine. Les Ukrainiens décideront de faire la paix lorsqu'ils le voudront. Et tant qu'ils ont une chance de la gagner, ils ne feront pas la paix. Et du côté russe, malheureusement, un dictateur, lorsqu'il a déclenché une guerre, il ne peut pas la perdre. Sinon, c'est lui qui va prendre une balle. Ça sera long, Florent Coury. Si besoin, vous y retournez? Alors, il n'y a pas de besoin que j'y retourne, personne ne me demande d'y aller. J'aimerais bien contribuer à ma manière, je verrai comment, et être près de mes camarades. Engagé volontaire aux éditions Flammarion, récit de 2 mois de guerre sur place. C'est signé Florent Coury. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation.